Bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier, consacrée elle aussi au lien entre marchés, mais cette fois plus que de marchés. Dans la leçon précédente, nous avons vu le lien entre marché de la construction et marché immobilier. Mais en amont du marché de la construction, il y a le marché du sol. Et en aval du marché immobilier, il y a le marché de l'usage, il y a le marché, par exemple, locatif, du logement locatif. Donc en fait, on a quatre marchés. Alors pour pas trop compliquer, je vais commencer par fusionner marché construction et marché immobilier. Et de cette façon-là, nous aurons trois marchés. Et je vais analyser les liens entre ces trois marchés. Voici le marché de la construction et de l'immobilier intégré. Donc c'est un marché de l'immobilier, puisqu'on a des prix immobiliers, des prix de vente, des surfaces, qui sont des prix pour une certaine quantité de logements. Et du côté de la demande, on retrouve le consentement à payer, les prix que peuvent payer les acheteurs, les usagers, en fonction de leurs revenus. Du côté de l'offre, eh bien, nous avons deux choses. Nous avons d'une part le prix de revient qui est le prix du terrain et le prix de la construction et le taux de marge ajouté par ces promoteurs qui sont maintenant ceux qui achètent le terrain, qui achètent les services de construction au détail en étant plus ou moins habiles, c'est pour ça qu'il y a une variation sur les prix de construction, et qui ajoutent leur marge personnelle. En amont, il y a donc le marché foncier. Et sur ce marché, les promoteurs qui construisent puis vendent les appartements aux futurs propriétaires usagers, sont eux-mêmes demandeurs de terrain. Donc ils sont du côté de la demande et on retrouve finalement rien d'autre que le compte à rebours du promoteur. La quantité de sol sur ce marché est mesurée pour correspondre à la quantité de logements, puisque le prix du terrain utilisé ici est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure sur le marché construction immobilier. Donc pour que ça corresponde, eh bien, il faut que les unités correspondent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit qu'il faut, par exemple, un demi-mètre carré de sol pour construire un mètre carré de surface habitable, eh bien, on mesurera la quantité de sol en demi-mètre carré. Et le prix du terrain, ce sera le prix du demi-mètre carré de sol. Sur le côté de la demande, donc on retrouve, comme je l'ai dit, le compte à rebours du promoteur. Et sur le côté de l'offre, je vais faire une hypothèse extrêmement simple. Je vais supposer que les propriétaires fonciers ont simplement un prix de réservation, c'est-à-dire un prix au-dessus duquel ils sont prêts à vendre. Et ils sont classés par ordre de prix de réservation croissant. Comme toujours, pour un prix faible, seuls ceux qui ont des prix de réservation faibles vont vendre. Et à mesure que le prix augmente, on aura de plus en plus de propriétaires qui acceptent de vendre leur terrain. La cohérence entre ce marché foncier et le marché construction immobilière intégrée que nous avons vu en premier, eh bien, elle est donnée lorsque nous avons les mêmes prix endogènes dans les deux équations, dans les deux marchés. C'est-à-dire lorsque le prix du terrain est donné par l'égalité entre les prix de réservation des propriétaires fonciers et les consentements payés des promoteurs qui dépendent cette fois du prix immobilier d'équilibre, donc du prix auquel ils pourront réellement vendre les surfaces sur le marché immobilier. Sur le marché immobilier, eh bien, ces promoteurs, on les retrouve du côté de l'offre. Leur exigence de prix dépendant du prix qu'ils ont payé effectivement pour le terrain, PT étoile, le prix d'équilibre pour le terrain. Voilà. Et donc on a cette condition d'équilibre sur le marché immobilier. Et lorsque je remplace le prix de terrain d'équilibre par le prix de réservation du propriétaire foncier marginal, ici, eh bien, on trouve une expression pour le prix immobilier donnée par cette égalité qui ne fait plus intervenir de prix endogène. Donc elle ne fait plus intervenir que des variables exogènes, la distribution des prix de réservation des propriétaires fonciers, les exigences de prix des propriétaires fonciers, les prix de construction, les taux de marge des promoteurs, ainsi que du côté des acheteurs, des usagers, les revenus disponibles, les taux d'effort et taux d'intérêt, taux de frais non financiers. De même, sur le marché du terrain, je vais remplacer ce prix immobilier d'équilibre par le déterminant qui est à droite ici, donc le côté demande sur le marché immobilier, pour faire apparaître à droite de mon égalité, je vais faire apparaître le consentement payé pour le terrain qui dépend du prix auquel les surfaces tout à la fin pourront être vendues aux usagers, mais qui dépend aussi du taux de marge pris par les intermédiaires, par les promoteurs, et bien sûr aussi du prix de construction comme on le connaît dans l'équation du compte à rebours. Donc on voit comment le prix immobilier et le prix du terrain dépendent de ces variables exogènes. On voit aussi que finalement, en ayant fait ces remplacements, c'est un peu comme si on avait supprimé les intermédiaires. C'est-à-dire ici, on a l'impression que ce sont finalement les usagers finaux qui achètent les terrains.
puisqu'ils partent de leur revenu disponible et de la part du revenu qu'ils peuvent consacrer aux frais, ce qui détermine le montant maximum qu'ils peuvent payer pour les mètres carrés de logement. On enlève encore la marge et on enlève le prix de construction pour déterminer ce qu'ils peuvent payer pour les terrains. De même, sur cette équation, sur ce marché, eh bien, on a fait disparaître les acteurs qui sont sur le marché, qui achètent les terrains sur le marché foncier, pour avoir directement des promoteurs qui achètent des terrains, qui achètent des prestations de construction, qui ajoutent leur taux de marge et qui vendent ces logements en mètres carrés, les vendent aux usagers finaux dont le consentement à payer dépend des revenus et des taux d'effort maxima. Graphiquement, je peux aussi représenter la cohérence du fait que la quantité de sol est mesurée dans des unités qui correspondent à la quantité de logements finis. Donc on retrouve les prix de réservation des propriétaires fonciers, on retrouve la demande de terrain qui n'est rien d'autre que le miroir de l'offre des mètres carrés achevés sur le marché immobilier. Et puis on retrouve la demande des acheteurs pour ces mètres carrés de logement. Et ce qui est important de voir, eh bien, c'est que le déterminant de l'offre ici, c'est le prix du terrain d'équilibre qui est le résultat de ce marché où le prix du terrain d'équilibre lui-même dépend du prix immobilier d'équilibre déterminé sur l'autre marché. Donc c'est comme ça qu'on a une cohérence entre ces deux marchés. Si les surfaces de logement ne sont pas vendues à des usagers, mais louées, données en location, à ce moment-là, on a des ménages qui sont locataires. Et pour déterminer leur consentement à payer pour les logements, donc leur loyer acceptable, eh bien, je vais faire l'hypothèse qu'un ménage peut consacrer au maximum une certaine proportion de son revenu disponible pour son loyer. Donc c'est un taux d'effort maximum qui est typiquement de 20 ou de 25%. Donc la condition, c'est que le loyer ne dépasse pas la proportion du revenu disponible du ménage alpha. Et donc avec ça, je peux déterminer le consentement à payer du ménage alpha, l'indice alpha, qui est simplement égal à la proportion de son revenu disponible. Et en classant les ménages par ordre de revenu disponible décroissant, eh bien, je construis simplement cette courbe de demande sur le marché du logement locatif. Du côté de l'offre, on a des propriétaires immobiliers qui doivent couvrir leurs frais avec le loyer. Leurs frais, c'est les coûts annuels des logements qu'ils mettent en location, c'est-à-dire il faut que le loyer couvre ce que leur coûtent ces logements en termes de frais financiers et de frais de charges non financières. Et donc, on peut aussi déterminer une exigence de revenus locatifs, un consentement à recevoir pour le propriétaire bailleur que je vais noter epsilon, puisqu'on va faire l'hypothèse qu'ils ont des taux de charges variables différents. Eh bien, le consentement à recevoir, donc l'exigence de loyer du propriétaire epsilon, c'est le prix immobilier qui est le même pour tous, multiplié par le taux d'intérêt pour les frais financiers et le taux de charge propre à ce propriétaire. On pourrait interpréter ce taux de charge variable, ce C qui dépend du type du propriétaire lui-même, eh bien on peut l'interpréter comme étant aussi une exigence de rendement additionnel qui s'ajoute au taux d'intérêt I. Maintenant, il faut adapter la représentation du marché immobilier, puisque c'est du marché immobilier pour du logement locatif. Donc, ce n'est pas des ménages qui vont acheter des appartements pour y habiter, mais ce sont des propriétaires bailleurs qui vont acheter des immeubles pour les donner en location à des ménages. Alors, du côté de la demande, on a donc ces futurs propriétaires bailleurs qui achètent les logements en lot, en immeubles, en vue de les mettre en location sur le marché du logement locatif et dont le consentement à payer pour ces immeubles est donné par cette formule que nous connaissons bien pour l'avoir vue dans les leçons sur l'estimation des prix immobiliers. Donc c'est simplement le miroir de l'équation précédente du côté de l'offre sur le marché locatif où on avait le loyer devait être égal au prix immobilier multiplié par I plus C. Et donc en classant de nouveau nos propriétaires par consentement à payer décroissant, donc en l'occurrence par taux de charge de plus en plus élevé, on obtient la courbe de demande sur le marché immobilier. Et du côté de l'offre, eh bien, nous avons le prix de revient majoré de la marge. Nous avons ces promoteurs qui ont acheté des terrains, qui ont acheté des prestations de construction et qui ajoutent leur taux de marge et qui exigent un prix qui couvre tout ceci. Pour obtenir la cohérence entre les trois marchés, eh bien, il faut que les prix déterminants de l'offre ou de la demande en provenance d'un autre marché soient bien les prix d'équilibre sur cet autre marché. Ça veut dire que sur le marché foncier,
Du côté de la demande, où nous avons le consentement à payer des personnes, des promoteurs qui achètent les terrains, eh bien, leur consentement à payer doit dépendre du prix immobilier d'équilibre. Sur le marché immobilier, où on retrouve ces promoteurs avec ce qu'ils ont payé pour le terrain et pour la construction et leur taux de marge, eh bien, ce qu'ils ont payé pour le terrain, c'est le prix d'équilibre du marché foncier. Et ce qu'ils vont recevoir du côté de la demande sur le marché immobilier, ou c'est-à-dire ce que les propriétaires bailleurs acheteurs d'immeubles sont prêts à payer, ça va dépendre du loyer d'équilibre, équilibre sur le marché du logement locatif, où nous avons du côté de l'offre le prix immobilier, c'est-à-dire le prix que les propriétaires bailleurs ont payé pour ces immeubles, eh bien, ce sera le prix immobilier d'équilibre. Alors de nouveau, en faisant les bons remplacements, en remplaçant judicieusement les lettres étoilées, vertes, par des lettres qui ne sont pas étoilées, eh bien, on peut exprimer que ce soit le loyer d'équilibre, le prix immobilier d'équilibre ou le prix du terrain d'équilibre, sans faire intervenir les autres prix d'équilibre. Donc en les exprimant simplement comme fonction des variables qui sont réellement exogènes. La distribution des prix de terrain exigés par les propriétaires, donc les prix de réservation des propriétaires fonciers, la distribution des prix de construction, la distribution des taux de marge parmi tous les promoteurs, le taux d'intérêt, la distribution des taux de charges non financières, le taux d'effort, la distribution des revenus disponibles. Donc, tous ces variables, tous ces paramètres déterminent ces prix d'équilibre qui sont donnés ici. Dans cette leçon, nous avons donc vu les liens entre 4 marchés, depuis le marché foncier jusqu'au marché locatif de l'usage des logements. Et on a vu comment est-ce qu'on peut assurer la cohérence entre ces marchés en faisant bien intervenir les mêmes acteurs avec les mêmes exigences de prix, ou plutôt le prix qu'ils ont payé sur un marché détermine ce qu'ils sont prêts à payer sur le marché suivant et inversement dans l'autre sens. On a aussi vu qu'on peut parfois fusionner les marchés, c'est-à-dire qu'on peut mettre ensemble, par exemple, le marché de la construction et le marché immobilier en faisant disparaître les intermédiaires qui sont maîtres d'ouvrage pour faire travailler les entreprises de construction et qui sont vendeurs intermédiaires des surfaces à des investisseurs ou à des usagers. Alors, le fait qu'on puisse faire disparaître les intermédiaires, ça veut dire aussi qu'on a finalement un modèle qui permet de rendre compte de la diversité des acteurs, puisqu'on a toujours, par exemple sur le marché de la construction, des maîtres d'ouvrage qui construisent pour soi-même, pour être eux-mêmes propriétaires, bailleurs, investisseurs ou usagers, de même que nous avons aussi des intermédiaires. Et donc le fait que tous ces marchés fonctionnent, fusionnés ou pas, eh bien, ça montre bien qu'on a un modèle qui peut refléter cette diversité des acteurs sur les marchés de la construction, marché immobilier et marché foncier, bien sûr. Et puis finalement, nous allons encore un petit peu passer du temps à analyser la transmission des perturbations, des chocs d'un marché à l'autre, tout au long de cette chaîne qui va du marché foncier jusqu'au marché de l'usage dans la leçon suivante. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.